Les barrages et l'hydroélectricité n'ont aucun secret pour lui. Nous allons accueillir maintenant Ghislain Weyrock, référent Europe et système électrique de France Hydroélectricité, pour comprendre les défis rencontrés par ce secteur. Voilà, je vais vous parler de l'hydroélectricité, une des plus anciennes sources d'énergie renouvelable et pourtant fondamentale. Et deux défis à relever, ça a été évoqué ce matin. Celui de la transition énergétique et celui de la transition écologique. Transition énergétique, zéro émission nette en 2050, c'est l'objectif que se donne l'Europe. Ce qui veut dire, mais je ne vais pas y revenir, une massive augmentation de la production d'électricité au service de la décarbonation. Et c'est ce qui est inscrit dans Fit for 55 et maintenant dans REPower Europe. La transition écologique, protéger la nature, inverser la tendance à la dégradation, c'est la stratégie européenne pour la biodiversité qui est en train de se construire. Ces jours-ci, Nature Restoration Law est en cours, vient d'être publié, enfin le projet vient d'être publié par la Commission, donc on est tout à fait dans l'actualité. Alors l'électricité décarbonée, je prolonge tout ce qui a été dit. L'objectif est ambitieux puisqu'avec une production d'électricité qui augmente, on va avoir en gros ce que l'on vise au moins 80% d'énergie renouvelable en 2050. Certains parlent de 100%. C'est fondé sur un développement extrêmement important de l'éolien et du photovoltaïque qui vont être les deux sources qui vont monter. Mais, problème, ce sont des énergies intermittentes à toutes les échelles de temps. Entre les saisons, d'une semaine à l'autre, jour-nuit pour le photovoltaïque, c'est une évidence, et même à la minute. Le vent et le soleil n'ont pas des apports constants. Donc ça pose un problème d'équilibre offre-demande sur le système électrique que l'on doit tenir de façon extrêmement rigoureuse. Et l'indicateur, c'est la fréquence, 50 Hz, dont on ne doit pas s'écarter vraiment sous peine d'avoir un blackout complet, un effondrement du système électrique. Donc ça, c'est un problème extrêmement important. Deuxième point, c'est que ce sont des énergies réparties, c'est positif, et le réseau de distribution aujourd'hui, qui est appelé réseau de distribution, va devenir collecteur. Ça pose des problèmes de tenue de la tension le long d'une ligne de distribution, sinon vos appareils domestiques vont pas aimer. Ça pose des problèmes de renforcement de réseau et donc de gestion des congestions de ces réseaux ou de différer, arbitrer les renforcements de réseau. Et donc là, on débouche sur un besoin massif de flexibilité. France Hydroélectricité, il y a 2 ans, a fait faire une étude par Compass Lexecon, Fabien Roch, économiste bien connu de l'énergie. Je vous résume rapidement, je vais directement à la conclusion. Ce sont des investissements massifs en flexibilité, 3,5 milliards à 4,5 milliards d'euros par an dans la flexibilité dans les prochaines années, une fois la rupture après 2030, entre 2030 et 2050, mais surtout un missing money de 1 milliard à 2 milliards par an, parce que le modèle économique actuel de l'électricité ne peut plus fonctionner. On est sur un energy only market basé sur le coût de la dernière centrale appelée, le coût du gaz actuellement, d'où les prix qui s'envolent, qui n'est pas du tout adapté à un monde décarboné où le vent, le soleil, l'eau ne coûtent rien, où les batteries, c'est du capital, c'est pas de l'énergie. Et donc le modèle économique, j'ai mis à compléter, mais certainement à refonder. Ces constats-là, on les trouve partout en Europe. Toutes les centrales de stockage aujourd'hui sont arrêtées faute de modèle économique. Alors, l'hydro là-dedans, c'est un rôle historique. On a fini par l'oublier. C'est la Formule 1 du système électrique, avec ses stations de transfert d'énergie par pompage, ces lacs. C'est le terme de bouclage entre l'offre et la demande. Il faut voir qu'un groupe hydraulique de 100-200 mégawatts passe de l'arrêt complet à la pleine puissance en 5 minutes. Maintenant, on descend à la minute. Le ramping, c'est-à-dire la capacité de monter en charge et de descendre, est ultra rapide. Et ça, c'est utilisé pour justement maintenir la fréquence et éviter l'effondrement du système. Alors le problème, c'est que Dominique Jam l'a quand même évoqué ce matin, c'est souvent pris pour acquis dans les modèles équilibre offre-demande. On considère que c'est là, c'est bon, ça peut durer. En fait, c'est menacé par des contraintes environnementales excessives,
par un problème de profitabilité dans la rénovation. Et donc, il faut faire attention à ce patrimoine national que nous avons ensemble. Développement de la flexibilité, eh bien, c'est le suréquipement des lacs qui existe. Il suffit de rajouter des turbines. On ne produira pas plus d'énergie, mais on aura plus de flexibilité parce qu'on aura plus de puissance. On peut faire 900 MW. On peut construire de nouveau des stations de transfert d'énergie par pompage. Il en faudra pour stocker, notamment à l'échelle de la semaine, sur de l'éolien. 10 000 MW sont possibles. Le modèle dit qu'il nous faut 10 000 MW de stations de transfert d'énergie par pompage. Les éclusées, c'est-à-dire toutes les centrales dont la capacité de stockage est de 2 heures, représentent des milliers de batteries. On parle souvent des batteries dans tous les colloques. On ne parle pas de l'hydraulique, c'est 1000 MW. La petite hydro répartie le long des lignes de distribution, c'est un parc qui peut moduler chaque fois de 500 MW sur une profondeur de 500 MWh. Une petite centrale permet d'augmenter la capacité de raccordement du photovoltaïque de 20%. Et puis valoriser les services au réseau, sources décentralisées, etc. Alors la stratégie pour la biodiversité. Notre Bible, c'est la directive 4 sur l'eau, obligation de résultat, atteindre le bon état écologique. On s'est focalisé, la France, l'Europe s'est focalisée sur la continuité écologique, qui est citée dans la directive 4 sur l'eau comme un des moyens pour atteindre le bon état. C'est-à-dire qu'on est passé d'une obligation de résultat, bon état écologique, à une obligation de moyens. Or, en fait, on constate l'échec de cette politique, parce que depuis 3 plans d'action, eh bien, le bon état, l'état écologique de nos cours d'eau en Europe n'a pas beaucoup avancé. Alors que les ouvrages hydro sont massivement équipés des dernières techniques disponibles en la matière. 41% des masses d'eau en France sont en bon état, où il y a un ouvrage hydroélectrique, sont en bon état ou en très bon état écologique. Alors il y a un programme actuellement qui se dessine et qui se discute au niveau européen, Free Flowing River, rivière à écoulement libre, 25 000 km, et il y a toute une argumentation fallacieuse sur l'arasement des petits ouvrages. Motif, ils auraient plus d'impact sur la biodiversité que davantage sur le changement climatique. Là, on touche à la manipulation des résultats scientifiques où on extrait des petits bouts qu'on met côte à côte au service d'une cause qui est prédéterminée. La biodiversité, il faut la voir comme c'est le futur de l'hydroélectricité. Il faut la voir comme biodiversité positive. Certains prônent un retour impossible à un passé chimérique, Jean-Jacques Rousseau, Néandertal, je ne sais pas. En fait, il faut se tourner vers l'avenir, réponse équilibrée aux attentes sociétales, l'homme est présent partout, il faut bien vivre en harmonie entre la rivière et l'homme. Il y a une biodiversité propre aux aménagements hydroélectriques, alors les scientifiques appellent ça des milieux écotones, l'écosystème des berges, etc. Et si on regarde le futur, si on regarde la biodiversité vers le futur, un des problèmes, c'est le changement climatique, et toute notre petite retenue sont des sources de biodiversité, sont des retenues d'eau, sont des volumes d'eau, notamment aux étiages, qui seront bien utiles pour préserver cette biodiversité. Donc là, nous lançons une démarche pour recenser justement et faire une synthèse à destination des décideurs sur l'état de la science dans ce domaine-là et sortir des représentations simplifiées et dogmatiques que certains peuvent présenter. Je terminerai sur la souveraineté, parce que ça a été un petit peu évoqué ce matin, mais c'est quand même le sujet. La guerre en Ukraine révèle le cratère critique de l'indépendance énergétique. Ça a été aussi évoqué ce matin, les objectifs qu'on s'est fixés sont de décarbonation, c'est extrêmement ambitieux et soumis à l'acceptabilité. Je parlerai de l'éolien, ça a été évoqué par mon collègue. Le pilotage de la demande, ça a été évoqué. Accepter de piloter sa demande, enfin de moduler sa demande, c'est pas évident. Les lignes d'interconnexion, j'ai essayé d'en passer, croyez-moi, c'est du boulot. Et donc d'en sacrifier aucune. Aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée à Bruxelles, de small hydro bashing, qui veulent supprimer la petite hydraulique de moins de 10 MW. Je me bats actuellement sur le 3e acte délégué de taxonomie parce qu'ils ont inventé qu'en dessous de moins de 10 MW, ça n'avait aucun intérêt. Pourquoi se priver d'une source comme celle-là? Ça représente, en France, 7 TWh, c'est un réacteur nucléaire et demi. Pas la peine de s'en passer.
On peut développer, 11 TWh de développement ont été recensés par le gouvernement. Complément indispensable à l'éolien photovoltaïque, je viens de vous le dire. Outils de résilience au changement climatique et autonomie des territoires, la souveraineté à l'échelon national, mais aussi au niveau du territoire, au niveau des communautés d'énergie. C'est hyper important. Et je vous remercie de votre attention.